Salut. 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 Bonjour. Quentin, bienvenue dans ma buanderie. Dans ma buanderie, je vais mettre Mid-90s de Jonah Hill. Yo, Stevie fucking insane. Un film de skate adolescent avec un groupe d'acteurs. Il y en a qui sont pro-skateurs, il y en a qui sont débutants dans le skate. J'aime trop ce film, c'est le tout premier film de Jonah Hill. Il a passé 4 ou 5 ans à être autour de skateurs, juste à rester dans les vidéos de skate et à traîner. On le voyait dans plein de vidéos de skate. De temps en temps, on voyait Jonah Hill faire une petite apparition comme ça à la fin d'un trick d'un gars. En fait, le gars, il a passé 4 ans à faire que ça, traîner avec des skateurs pour écrire son film et être vraiment immergé dans ce côté-là ultra underground du skate. Et il a fait ce film de ouf, tourné en Californie, avec tout un groupe de skateurs qui se connaissaient un petit peu déjà. C'est pas qu'un film de skateboard, c'est un peu un film, ce moment où tu passes de l'enfance à l'adolescence. Il y a un moment dans le film que j'aime trop où le gamin il doit avoir peut-être 10-11 ans et il est en voiture avec tous ses potes du skate qu'il vient de rencontrer et il est en mode c'est la première fois que je suis dans une voiture où c'est pas mes parents qui conduisent, tu vois. Et c'est kiffant, il y a ce truc là de début de genre tu commences à traîner avec tes potes, tu commences à faire un peu des bêtises, à aller à droite à gauche, faire des conneries, les premières soirées, tout ça, avec des gens plus âgés. Il y a ce truc là qui est trop bien retransmis dans le film où le gamin il a 11 ans, le plus âgé il a un petit peu plus de 19 ans, il y en a qui sont un peu entre les deux. Il y a trop ce truc là dans la culture du skate que peu importe ton âge, tout le monde se retrouve un peu autour de la pratique, tout le monde est un peu le mentor de l'autre et tout ça et ça fait des groupes qui peuvent paraître un peu étranges. Des fois il y a 10 ans ou 15 ans d'écart dans les groupes d'amis. J'ai beaucoup traîné depuis que je suis adolescent dans le skatepark avec mes potes, à toujours sortir, aller tous les jours au skatepark, filmer des trucs et tout ça. Dans le groupe j'ai fait un petit peu de skate, pas à balle comme mes potes, j'ai vite vu qu'ils avaient un niveau beaucoup plus élevé que moi, donc moi j'ai vite pris la caméra, j'ai dit bon les gars je vous filme, c'est bon, pas de pression, moi je vous filme, vous faites les trucs, lancez-vous sur 10 marches et cassez-vous les chevilles, moi je vais rester derrière ma cam tranquillement. Et du coup j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 14 ans en fait, de filmer des skateurs, d'aller tout le temps au skatepark, filmer des tricks et tout ça, traîner dans les groupes d'amis et passer des après-midi à faire que ça, à trouver des spots, à skater des parcs, à skater la rue, les rues de campagne, les grosses villes et tout ça, on bougeait un petit peu partout. Je vais mettre le skate en général dans ma buanderie. Il y a une formule qui est très jolie. Je ne peux pas donner son auteur parce que le nom m'échappe. C'est je crois, un professeur de l'université ici. Il a dit Toulouse est un village et autour il y a une ville. Toujours traîner du coup dans ces milieux-là avec des skateurs et tout. Il y a tout ce truc qu'on voit pas forcément quand on n'est pas dans le milieu, c'est les gens qui font que du street, les gens qui font que du parc, les gens qui juste traînent avec leurs collègues et font des tricks et s'amusent, et d'autres qui ont un groupe et ont envie de créer un projet autour, vidéo ou photo et tout. Il y a tous ces arts qui se mélangent dans le skateboard et avoir un gros groupe, avoir la même vision, filmer pendant parfois plusieurs années autour d'un même projet, parce que ça prend du temps de monter une vidéo skate. Et c'est ça que j'ai fait pendant plusieurs années avec un gros groupe de skate à Toulouse, une vingtaine de skateurs. On se regroupait tous les dimanches, on allait filmer des tricks et tout ça, regrouper ça dans une grosse vidéo, choisir les musiques, choisir le style de chacun, aller sur les spots à la bonne heure, avoir la bonne lumière et tout. Tous ces trucs là qui se mélangent dans le skate que je trouve trop cool, et c'est pour ça que moi je le considère plus comme un art que comme une pratique. Il y en a qui le voient plus comme un sport en mode il faut faire des tricks de haut niveau, il faut qu'on me note sur un papier comme aux Jeux Olympiques et tout. Voilà, moi je le vois pas comme ça, je le vois plus le côté art, genre développement de la ville, de rouler la ville, aller sur des endroits où c'est pas forcément fait pour, et en fait
fait tu fais un tricks là parce que il y a des gens qui passent autour, il y a une voiture qui passe, tu sautes au-dessus de marques qui sont pas faits, ça roule pas bien, tout ça. Ce truc ultra street, c'est ça que je trouve trop bien, ce truc d'expression dans la rue alors que on voit un banc, toi tu vois un curb, tu vois, tout le monde voit un banc auquel on peut s'asseoir, toi tu vois un des plus gros spots de Barcelone, le meilleur spot pour toi, et il y a des gens ils passent à côté, ils savent même pas ce que c'est, alors que toi tu l'as vu dans 10 ou 20 vidéos, t'es en mode cet endroit c'est un truc de ouf, tu sais. Ouais, c'est pour ça que j'aime trop le skate en tant qu'art en général, quoi. Ce que je kiffe trop dans ce film là, c'est que non seulement il y a l'esthétique des années 90, les autres films de skate sont plus sur le début du skate des années 80, où les gars étaient pas forcément, c'était pas forcément encore très développé le skate, il y avait pas autant de tricks, c'est un peu les balbutiements. Là je kiffe parce qu'il y a tout ce rapport à l'enfance, mon premier groupe d'amis, chaque personnage du film sont un peu des archétypes de vraies personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, tu vois, des mecs avec qui j'ai traîné, tu vois. Du coup, tu te reconnais un petit peu dans chaque personnage, tu sais. Parfois, ça peut faire un peu cliché, mais tu sais, genre le gars un peu timide derrière sa caméra avec des boutons, et dans le film, c'est Wham, gros, tu vois. Il a la même gueule que Wham, tu sais, j'étais en mode, mais c'est justement ça, tu vois. Il est parfait en tout point, même s'il y a des moments, ça peut paraître un peu hardcore, un peu fou, les choses qu'ils font à leur âge et tout ça. Ça fait aussi partie de la culture du skate, que ce truc-là de toujours chauffer tout le monde, peu importe le niveau, tu sais, s'il y a des gars qui ont 10 fois le niveau, il y a des gars qui vont juste faire ollie, un mec, il a 10 fois ton level, il est parti de ton groupe, quand il te voit galérer pendant 2 heures à essayer de faire un ollie ou un flip, tu vois, et que tu le plaques finalement, tout le monde est comme un ouf, tu sais, alors que les mecs le font à l'échauffement, tu vois. Et il y a ce truc-là de genre, peu importe le level, peu importe l'âge que t'as, et il y a grave ce truc-là dans le film où Sandy, du coup, l'acteur, il essaie de faire ollie pendant 1000 fois, genre devant la maison de sa mère, il essaye ollie pendant toute la soirée, et il le plaque, mais il est trop laid son ollie, tu vois, il est horrible. Et il le plaque, il est refait, il gueule partout, il balance sa board et tout, tu vois. Clairement la sensation que t'as la première fois que tu plaques un trick. Pour rebondir sur Mid-90s, il met dans ma buanderie une chaîne YouTube qui s'appelle Illegal Civilization sur... Maybe slow, but I'm moving. Walking also means I'm going somewhere. Y'all don't like me tonight. But walking also means I'm leaving some folk behind. Everything expensive is one hell of a life that I'm living. Tout le groupe des skateurs qui jouent dans le film, qui sont acteurs dans le film, sont des vrais skateurs dans la vraie vie. Et il y a tout le groupe de gars qui font des vidéos sur internet. Donc voilà, si vous kiffez les parts de skate et tout, kiffant de voir leur vrai level maintenant. Une fois que t'as vu le film, tu vois 5 ans après le niveau qu'ils ont maintenant, c'est juste... c'est astronomique, tu vois. Et la vidéo Godspeed d'Avante. Illegal Civilization, c'est un peu la partie californienne du skate. Je mets dans ma buanderie New York Times. C'est des vidéos de skate raw, sans musique, sans rien, tournées au centre-ville de New York, ultra street quoi. T'entends que les bruits du skate, les bruits de la ville, des voitures qui passent, les gyrophares et tout, les mecs qui skatent mais sales parce que les spots de New York roulent pas en fait. C'est des trucs, il y a que les New-Yorkais qui peuvent skater ces trucs là, au milieu de Manhattan, à Brooklyn et tout. Je name drop aussi, mais regardez les vidéos de William Strobeck, les vidéos pour Supreme. C'est un peu lui qui a révolutionné un peu la manière de filmer. Il utilise qu'un téléobjectif et il zoome sur les gars de très très loin. Il dit qu'avant c'était beaucoup que du fisheye en VHS. Il a créé ce style là et un peu tout le monde après un peu repris ce style de filming quoi. We about to take you on a journey. Yeah. Weather's looking mad fine, everything's looking smooth. I'm the Captain Buckshot. Ça m'a apporté en vrai de filmer pas mal de vidéos de skate. Déjà le truc d'improvisation, donc t'es dans la rue, t'es dans un endroit, le mec il veut skater ce spot là, et toi tu dois improviser pour trouver un cadre à l'improviste. Pendant que le gars est en train de s'échauffer, tu dois essayer de te caler au meilleur endroit possible en fonction du trick qu'il fait. Le gars soit pas de dos tout le temps, il soit de face, soit un minimum joli à l'image. Calculer tout l'environnement autour, essayer de faire en sorte que derrière tu sais ça soit pas trop moche, qu'on ait un immeuble qui soit à peu près joli et tout, tu vois. Je pense que ça a changé un peu la vision que j'avais de filming dans le sens improviser avec ce que t'as, tu vois. Collaboration avec lui en fonction des tricks qu'il a envie de faire. Où est-ce que moi je me place parce que à ce moment-là il va faire ce tricks là, il va faire flip back et du coup il va plaquer deux faces, donc moi il faut que je me tourne et que j'aille de l'autre côté. Je pense que c'est ça que ça m'a apporté un peu cette vision un peu street et d'improviser avec ce que t'as sur le moment, tu vois. Vu que c'est sur YouTube et que vous avez vu mon visage et que vous vous êtes dit après 2 secondes de visionnage, ah mais c'est le sosie d'Orelsan, bon, mettez-le en commentaire. C'est aussi faire la voix du frère d'Orelsan, ok. Mon frère il est super, je suis vraiment trop fan de lui. En fait, ce qu'il a toujours fait, alors qu'au début il faisait que fumer des bédos avec ses potes, moi je l'ai toujours vu qu'à l'intérieur de lui, il était vraiment trop fort et il y avait vraiment une âme d'artiste. Bon, mettez en commentaire que je ressemble à Orelsan, c'est bon, allez. Une fois par semaine on me le dit. Ouais. J'enlève les lunettes pour vous. Orelsan. Ah ouais, c'est Orelsan. Ah c'est ouais, marrant. C'est la voix, c'est la voix. Bref, je voulais le dire parce que je sais qu'il y a un mec qui va le mettre dans les commentaires et il va me saouler. Je vais le liker quand même.
Mec, faut toujours liker les rageux, c'est la philosophie. C'est bon. Je vais mettre dans ma buanderie Jacques Brel, les interviews de Jacques Brel en général. Il s'avère que chez mes grands-parents, il y avait une photo quand j'étais petit, une grande photo de Ferré, Brassens et Jacques Brel. Je kiffais trop cette photo, tout en noir et blanc et tout. C'est une interview d'eux en 1968, je crois, un truc comme ça. Ils sont tous autour de micro, c'est un peu la première fois qu'on les voit tous ensemble autour d'une émission. Puis c'est un peu après, je suis retombé sur internet en fouillant un petit peu les chansons françaises et tout ça. Des trucs qui intéressaient mes parents et que je t'avoue, période d'adolescence, j'étais en mode, allez, ça dégage. Tout ce qu'aiment mes parents, allez, ça dégage. Moi, je veux faire mes propres trucs et tout, je regarde Jackass. Un peu plus tard, dans ma vie, je suis réintéressé à ce que kiffaient mes darons. Mon oncle était vraiment très fan de Jacques Brel. Regardez le live à l'Olympia où jouent ces gens-là. Il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi. Le texte est beau, quoi. Il décrit toute une famille. Il occupe l'espace et à chaque fois qu'il joue une partie de la musique, il joue un personnage entier. Un des grands poètes de cette époque-là. Il y avait une gestuelle, un truc sur scène, ça devait être incroyable de le voir. Et juste de revoir les vidéos de Lina, il y a des trucs de ouf de lui et je le trouve très impressionnant. Je faisais des petites sessions parfois où je regardais des docus entiers de lui. Des interviews de lui qui durent 40 minutes, il est assis, il fume ses clopes à la chaîne, là. Il philosophe un peu sur la vie. Il dit des trucs très intéressants sur les rêves, sur ce que tu as envie de faire dans ta vie, sur aussi le talent. Parce que le talent c'est inné, ça vient comme ça. Pour lui, avoir envie, c'est ça le talent. Le talent, ça n'existe pas, quoi. L'envie de créer, l'avoir envie de... Lui, il dit manger un homard. Quelqu'un a vraiment très envie de manger un homard, il aura le talent de le manger, tu vois. Il aura le talent parce qu'il sera disposé à le faire, il aura l'envie. En fait, c'est un peu l'envie qui fait le talent. Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaie de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Voilà, regardez des petites quotes de Jacques Brel. Il y a des moments bizarres parce qu'il est un peu misogyne sur les bords. Donc coupez ces moments-là, bouchez-vous les oreilles. Et il kiffe à regarder, moi je le trouve très inspirant. Il y a certains trucs qui font un peu dater, mais il y a certains trucs que je trouve très inspirants qui te donnent envie de suivre ta vie et tu vois comment il a vécu sa vie et son histoire de vie. Alors qu'il était au top de la chanson française, il a dit bon, moi j'en ai marre de chanter donc je vais arrêter. T'sais. Les interviews de lui, on lui dit mais pourquoi vous arrêtez alors pour les fans et tout ça, enfin vous pourrez continuer jusqu'à la fin. Il dit moi j'ai envie de me reposer, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de découvrir. En fait c'est un gars qui est ultra curieux, j'ai envie de découvrir autre chose dans ma vie. J'ai fait 15 ans à chanter autour de la France et de l'Europe. J'ai juste envie de voir d'autres horizons, tu vois. C'est inspirant quoi, que même si t'as excellé dans un domaine, ça veut pas dire qu'au bout d'un moment dans ta vie t'auras envie de faire autre chose, tu vois. Si t'as envie de faire autre chose, faut suivre ton instinct. Je vais mettre dans ma buanderie la chanson Je ne sais pas de Jacques Brel. Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ces oripeaux que sont les lourds nuages gris pour se coucher sur nos coteaux. Parce qu'un peu de tendresse dans ce monde, ça fait pas de mal, tu vois. C'est très touchant. Apparemment, c'était la chanson préférée de Brel. Il a tout ce truc de rattaché aux racines de où est-ce qu'il est né, du plat pays qu'est la Belgique. Je pense qu'on est dans un monde où on manque un petit peu de poésie et de tendresse, du coup, c'est pour ça que j'ai mis Jacques Brel. De toute façon, même si c'est à chier, vous allez me dire que c'est bien, c'est ça le problème, quoi. 3 personnes derrière la caméra, ils sont en mode c'est super, c'est super. Alors, tu vas regarder la vidéo à la fin, je vais dire c'est horrible les gars, c'est horrible, c'est quoi ce montage de merde. Il fait 50 degrés pour les gens qui écoutent, il fait 50 degrés, on est dans une buanderie. Je vais mettre dans ma buanderie la chaussette qui reste coincée à la fin alors que t'as sorti toutes tes affaires. Il y a une chaussette sur la paroi comme ça au bout qui reste qui est bleue, qui a envie de s'échapper. Hein. En fait, c'est une blague que j'ai pompée de un mec que j'aime trop, qui s'appelle Seinfeld. Je vais mettre Seinfeld dans ma buanderie si vous avez jamais regardé. What do you mean by that? Enjoy. Women really want to see what the show is before they change the channel. Oh, that is so funny! Yeah! That's why men hunt and women nest. Grosse série US des années 90. J'ai regardé il y a pas longtemps sur Netflix, ils ont tout mis, toute la collection. C'est trop kiffant parce que les blagues, les mecs qu'ils ont écrit dans les années 80, en 88, ils sont toujours d'actualité, quoi, qui sont toujours très drôles. Vous connaissez pas Seinfeld? Vous voyez Gad Elmaleh? Gad Elmaleh, il a juste regardé Seinfeld pendant quelques années, puis il s'est dit, oh, si je rajoutais ça dans mon spectacle. Il a un peu pompé le délire, mais Freddy à lui, il a aussi écrit ses blagues et il a fait sa carrière et c'est kiffant. Mais c'est vrai que vous allez voir des similitudes un peu entre les deux. C'est un peu le Gad Elmaleh des États-Unis. Wow. On est dans une buanderie, on prend ce qu'il y a.
Je vais mettre dans ma buanderie la comédie américaine en général. J'ai passé un petit peu le confinement sur Netflix. J'ai eu une petite phase, une petite lubie où j'ai regardé que des stand-up en fait. Donc je me lançais des specials de stand-uppers américains, juste les 20 premières minutes. Si je rigolais à une blague en 15 minutes, je continue, je regardais 1h30. Je suis devenu vraiment amoureux de la comédie américaine. Il y a beaucoup d'acteurs que vous connaissez au cinéma qui ont commencé par le stand-up. Et peut-être vous n'aimez pas regarder des spectacles de stand-up parce que c'est un petit peu parfois élitiste. Faut aimer l'humour de la personne, faut aimer se déter à regarder 1h30 d'un gars. Surtout si c'est en anglais sous-titré et tout. Même en anglais sous-titré, c'est hilarant. Même si tu passes ton temps et que t'es pas très bon en anglais, tu passes ton temps à faire que lire, juste comment c'est écrit, c'est drôle. Dans ma buanderie, je vais mettre d'ailleurs Crashing, la série de Pete Holmes. Today, I caught her today. Oh my god, Peter! Sweetest. I thought you were going to be writing jokes at the library. What are you doing? What? Who is this? Oh boy. Yeah, oh boy. Go write some jokes. Il joue un gars, en gros, qui habite à New York, qui a pas de thune, qui veut commencer dans le stand-up. Il a pas le loyer, il a pas d'oseille, il dort sur le canapé. Du coup, sa meuf le tège, c'est ça le début de la série. Et lui, il va dormir de gars qui rentrent dans des comedy clubs à d'autres gars. Il rencontre que des gros stand-uppers qui sont très connus dans l'industrie à New York. Il va dormir chez chacun. Du coup, dans chaque épisode, tu vois un petit peu des gars que t'as vus en stand-up. Mais même si tu les as pas vus, genre, c'est des gars hilarants. Il met un petit peu un pied dans le stand-up de New York. On voit plein de scènes qui sont tournées au Comedy Cellar, qui est très connu maintenant, mais qui à l'époque, dans les 80 ou 2000, c'était pas un club très connu, qui est maintenant un peu un club de légende où tout le monde est passé. C'est cool de voir la galère d'un gars qui commence à faire des blagues et qui se plante devant tout le monde, fait rire personne, et genre, il réécrit ses blagues et tout, et c'est des mecs qui taffent de ouf, faire rire les gens juste l'espace de 5 minutes, et arriver à choper, capter l'attention des gens et à la garder jusqu'au bout en mode genre c'est bon, maintenant que je vous ai chopé, même si vous savez pas trop où est-ce que je vais, à un moment je vais tourner le truc et vous allez rire à la fin. C'est pour ça que je mets dans ma buanderie Bill Burr, c'est mon humoriste préféré. Everything has just become fucking absolutes in the States. It's fucking nuts. Like that Colin Kaepernick guy, right? You knew when he was like protesting during the national anthem, no one was going to listen to what the fuck he had to say. No matter how much he explained it. He goes, I'm taking a knee during the national anthem. This is a protest about police brutality, the way people of color are treated. We'd like to open a dialogue. He got about halfway through that. People are like, my brother's fighting in Iraq, you fucking piece of shit! Il y a trop ce truc là où des fois tu regardes un début de stand-up de lui et il parle et il dit des trucs indécents. Des phrases horribles devant des milliers de personnes. Des sujets un peu touchy, tu sais, que tu sais pas comment parler et tout ça. Il commence par brut et pour après genre arriver à genre contourner cette blague et arriver à te faire rire, à faire comprendre son point de vue. Alors que il a commencé par un truc vraiment indécent quoi. Il a fait plein de trucs maintenant, c'est un peu une rosta aux États-Unis. Le mec il a percé à 50 ans, 30 ans à galérer à faire des petits shows et tout ça. Et maintenant c'est genre le numéro 1 du stand-up avec Netflix qui a pas mal aidé. Dans le stand-up, ce que je kiffe beaucoup aussi, que je vais mettre dans ma buanderie, Tom Segura, Bobby Lee et Andro Santino. Andro Santino et Bobby Lee qui ont un podcast ensemble qui est dispo sur YouTube. A Serbian film. A Serbian. Are you saying the country Serbia? Yeah, a Serbian film. A Serbian film. Say the letter B. B. Say Serbian. Serbian. There it is. There it is. Only took you 5 times to do it. Yeah. C'est hilarant, les mecs ils font tant des impros. Et Tom Segura qui est un peu le deuxième plus gros des US en ce moment. Trash, un peu genre sans limite, il dit des trucs t'attends pas forcément. Il est plutôt drôle. Après l'humour c'est subjectif. S'il faut tous les stand-up que je vous ai conseillés, ça va pas du tout vous faire kiffer. À vous de vous trouver un peu votre propre niche parce qu'il y a plein de niches dans le stand-up. Voilà pour les blagues. J'ai pas fait de blagues, j'ai parlé du stand-up sérieux, c'était bizarre non? Je dis les trois qui sont derrière la caméra là, ils me regardent avec des yeux merlan frit là. En mode s'il te plaît fini mec, genre j'en ai marre. Ça peut faire en sorte qu'on se casse d'ici là. On va pas vivre dans une buanderie pendant 2 mois, tu vois. Bienvenue dans la buanderie. Je me suis mis une petite table, contrairement aux autres, je vous le dis. Je me mets à l'aise. La prod, ils m'ont dit, est-ce que je peux avoir une petite table? J'étais pas du tout bien. Ils m'ont même pas offert à boire. Vous dites. J'ai rien eu du tout. J'étais en mode, j'ai dû boire le liquide vaisselle tout à l'heure. Donc on se met bien. Je suis à l'aise avec ma table. Je vais mettre dans ma buanderie le voyage seul. Je voulais conseiller en fait aux gens en général parce que en ce moment je suis en train de préparer un long voyage seul autour du monde. J'ai un petit peu bougé dans le monde, en Europe et en Corée du Sud et en Australie. C'était un petit peu un truc d'enfance, un petit peu un rêve d'adolescent. Juste voyager à travers le monde. Ça me rendait ouf que d'être né ici et de voir que la France, tu vois. Pas aller voir un peu les autres cultures, un peu se confronter et puis c'est un peu cliché à dire mais le voyage en vrai c'est surtout pour genre te connaître toi, de connaître tes limites, de connaître où est-ce que tu peux aller, juste apprendre à te connaître, apprendre à savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu vois. Je pense que ça t'aide beaucoup d'être éloigné de proches, éloigné des choses que tu connais, tu sois toujours en quête de nouveautés et tout, et d'avoir toujours les yeux écarquillés en mode putain j'ai jamais vu ce truc là, genre comment les gens vivent ici et tout ça. Je conseille aux gens de non seulement juste voyager parce que bon, des gens ils voyagent, ils font des tournées de la Méditerranée sur des paquebots, tu vois.
Ça c'est pas voyager, tu vois. Alors, vraiment voyager, genre s'intégrer, aller à l'intérieur d'un pays, et essayer au mieux de s'intégrer à la culture, seul. Je trouve ça très enrichissant, et moi ça m'a fait grandir de ouf. Partir 1 an, ça te booste, t'as l'impression de prendre 3 ans quand tu reviens, tu sais. Et même si vous avez jamais fait, moi au tout début, à 18 ans, mon tout premier voyage c'était en Belgique, ça va. J'étais à Bruxelles pendant 1 semaine. C'était très tranquille, hein. J'étais seul, mais c'était très tranquille parce que bah, c'est cool au début, ils parlent français. Il y a ce truc là de genre on n'est pas dans le même pays et tout ça. Il y a un petit peu ce truc exotique que t'es pas au même endroit que d'habitude. On conseille aux gens de bouger, de voyager, d'aller voir des endroits qui vous font peur, quoi, confronter tes peurs. Ce truc là, je mettrais dans ma buanderie, c'est le monomythe ou le mythe du héros. Enfin, c'est la base de tous les films, hein, Star Wars, Seigneur des Anneaux, tout ça. Ce truc là de le personnage il est dans son confort, il est dans sa routine et tout, il habite à un endroit, les journées se ressemblent. Jusqu'à qu'il y ait l'appel à l'aventure, donc une envie soudaine de partir à l'aventure pour quelque chose, pour une quête. Ça peut venir de plein de choses dans votre vie. C'est pour ça que je regarde des films, parce qu'il y a ce truc là de découverte, d'aller se surpasser, d'aller ailleurs. Si le Hobbit il était resté dans son village de Hobbit tout le long du film, on serait fait chier de ouf, tu vois. Vivez votre vie, cassez-vous. Quand il y a un appel à l'aventure qui vous pousse, qui est à l'intérieur de vous, prenez-le et barrez-vous, quoi. Vous allez faire un tour de plein d'obstacles et de plein de galères et tout ça. C'est ça qui fait que vous allez avoir plein d'histoires à raconter et à connaître beaucoup mieux, quoi. Je vais mettre dans ma buanderie aussi Siddhartha. C'est un livre qui fait 200 pages, donc ça va. Sachez que je le mets dans ma buanderie, mais j'ai lu que la moitié. Même 200 pages, apparemment, elles ont eu raison de moi. Lu que la moitié, mais je trouve ça très inspirant et tout. Et un petit peu des mêmes sujets, de ce côté de la quête spirituelle, la quête personnelle. De pas juste suivre quelqu'un ou de suivre un mythe ou une religion ou quelque chose et de un peu trouver sa propre voie soi-même, tu vois. À emmagasiner plein de choses, de plein de mentors différents, plein de choses qui t'ont appris dans la vie. Il y a un moment, il faut faire ton propre chemin toi-même. Il faut partir dans ta direction. Je vais mettre dans ma buanderie un gars qui s'appelle Martin Dola. C'est une chaîne YouTube, donc c'est bien, vous êtes déjà sur YouTube, donc c'est pas trop compliqué. Il a fait un truc qui s'appelle 2 Years on a Bike. Son vélo, il est parti du Canada, en haut du Canada côté est. Il est descendu jusqu'en Patagonie en vélo solo avec sa tante. Pendant 2 ans, il a fait ça, ce trip. Donc il s'est arrêté à plusieurs endroits parce qu'en vrai ça prend pas 2 ans de faire ça. C'est incroyable, c'est niveau documentaire Arte ou Netflix, quoi. Ça parle aussi de solitude, de moments où lui, il est dans des landscapes qui sont incroyables, dans des paysages mais immenses, qui genre coupe le souffle, quoi, tu vois. Et il y a ce côté, lui, il est là à prendre des photos, filmer cet endroit et tout ça, il trouve ça trop cool. Puis en même temps, vu qu'il se déplace à vélo et il galère, tu sais, c'est cool quand t'arrives et tu vois le landscape, t'es en mode, bah, trop beau, tu vois. Qu'au bout de 2 heures, tu sais que c'est le même landscape et que toi t'es sur ton vélo comme ça, tu sais, il a envie de tracer. Ce côté-là de genre, parle dans le documentaire, kiffe trop aller dans cet endroit-là, la terre est incroyable, dans des endroits de ouf, tu sais, que j'aurais jamais pensé exister sur Terre. Mais en même temps, j'ai envie de me casser d'ici et d'aller au prochain truc parce que genre, je suis solo, tu sais. Dors au milieu du lac de sel en Bolivie, ce genre de choses. Un gars super inspirant et ça donne envie de faire ce type de voyage où tu bouges en vélo, quoi. Je mets dans ma buanderie David Shaw, How to Hitchhike Across America, un show qui s'appelle Thumbs Up. Enfin, je mets la cassette comme ça dedans. Ass, cash or grass, no one rides for free. Thumbs up. I'm David Shaw, we're going cross country, we're going across America. We accept all rides for free. Il s'appelle David Shaw, qui a une histoire incroyable, il l'a fait en viteuf, mais ce mec il n'a pas de sous du tout, il faisait du graffiti à Los Angeles. Et un jour on lui a dit on aime bien tes graphes, on aimerait bien que tu fasses les graffitis à l'intérieur de cet énorme building. Et il a dit ok, pas de souci et tout, il a graffe tout le building. À la fin ils lui ont dit bon, soit on te donne quelque chose comme $15 000, un truc comme ça, soit on te donne des parts dans l'entreprise. Lui il était un peu accro à parier, ce genre de truc, c'était un mec un peu dans le vice, tu vois. Il a pris les parts dans l'entreprise, et l'entreprise c'était Facebook. Tu vois, le gars il est devenu multimillionnaire, tu sais. Et après il a fait un show sur Vice, donc qui s'appelle Thumbs Up, où il traverse donc toutes les États-Unis. Dans la première saison ils font ça, ils traversent toutes les États-Unis en stop, font du train surfing, donc ils montent dans des trains de marchandises, ils se baladent dans les États-Unis. C'est très punk, quoi. Les mecs ils se baladent dans plein de spots abandonnés et tout, ils gravent des trucs. Ils font ça la première saison. Ensuite ils font le Mexique une autre saison, ils font la Chine. Ce truc de vas-y, t'es libre, faire ça au bord de la route et puis let's go, tu vois, tu pars, tu fais le voyage de ta life. Le mec qui est multimillionnaire, il va se faire chier à faire du stop à travers les États-Unis en train d'interviewer des crackheads et tout. Tu sais, on pourrait mettre dans la vidéo genre sur un petit côté comme ça, un petit PNG
de Bong Joon-ho, tu sais, qui boit un cocktail. Non. Je suis vidéaste, podcasteur et voyageur à travers le monde. D'autres termes, un mot pour résumer tout, je dirais chômeur. Dans la vie, ce que je fais, c'est pas mal de reportages, en vrai, de documentaires. J'ai fait pas mal de vidéos de skate, comme vous avez vu. Des documentaires un peu sur le skateboard en ce moment. J'ai un podcast que j'anime toutes les 2 semaines. Ça m'arrive de raconter de la merde. C'est sur Spotify, vous pouvez aller voir. Ça s'appelle J'arrive. Un podcast que je vais continuer à animer quand je vais partir en tour du monde dans pas longtemps. Vous pourrez suivre le podcast, je raconterai un peu mes galères dans chaque pays du monde. Regardez donc les vidéos de skate que j'ai fait. J'ai un documentaire tout tourné en Super 8 qui va arriver dans pas longtemps. Je fais des clips aussi pour des artistes de musique que j'ai réalisé ou coécrit, ce genre de trucs. Du docu un peu perso, tu vois. Le tour du monde que je vais faire, je vais pas faire uniquement le podcast, je pense que je vais me filmer un peu tous les jours et faire un espèce de gros documentaire compressé de mon gros voyage, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé et j'espère que c'était pas trop long. Et le premier qui met c'est Orelsan mais en moins drôle, je le fume. Voilà. J'espère que ça vous a plu cet épisode et que vous allez checker que 1% des trucs que j'ai conseillés, mais c'est pas grave, je vous en voudrais pas. À bientôt. Je me calme. Est-ce que là on me voit là si je rentre par là? Non, vas-y, colle-toi. Voilà, là on te voit pas. Non, on voit pas là. Je vais tout droit comme ça. Vas-y. Moi j'aimerais bien me sortir d'un truc, mais il y a des toiles d'araignée là-bas. Ouais, c'est dégueulasse. Silence pour l'entrée. Je fais genre casual en fait. En fait la buanderie c'est immense. Genre, ça fait 3 heures que je marche. ça se voit que c'est pas long. Genre, tu as une petite course. Ouais. Ah, je parle direct. Ah, je parle direct.